Donc bonjour, donc moi c'est Louise Travé-Massuyès. Donc moi je suis porteuse de la chaire qui porte sur les transformations synergiques en diagnostic à base de modèles et à base de données. Et je vais vous parler aujourd'hui de maintenance et de diagnostic et de pronostic et de ce que l'automatisation par l'IA de ces tâches peut apporter dans l'industrie, en vous donnant quelques exemples de projets que nous sommes en train de mener. Certains se terminent et d'autres sont encore en cours. Oui, voilà. Donc, les évolutions de l'industrie, donc comme on le sait, démontrent que la distribution du travail entre hommes et machines est en train d'évoluer. Et on voit qu'en 2025, on sera donc à 48% des tâches effectuées par l'homme et 52% par la machine. Et donc, il y a une coopération, collaboration qui doit se faire ici, avec l'intervention donc de systèmes intelligents qui puissent coopérer de manière fiable et de manière intelligente. Donc, on a une hybridation machine en augmentation, on a davantage de décisions autonomes et une accélération des processus. On assiste donc à une numérisation, une robotisation et l'introduction d'algorithmes de manière croissante. Et il y a une tâche pour laquelle l'industrie a des besoins. Il s'agit de la maintenance et en particulier de la maintenance prédictive et également lorsque les systèmes sont autonomes, du maintien en opération. Donc c'est de cette tâche que je vais parler en vous donnant quelques exemples de projets industriels. Alors pourquoi maintenance prédictive? D'abord, eh bien, la maintenance prédictive, ce qu'elle se propose, c'est d'effectuer les actions de maintenance juste avant la défaillance. Et pour pouvoir faire cette maintenance juste avant la défaillance, eh bien, il faut avoir une connaissance de la situation dans laquelle se trouve le système à un moment donné. Et on va le voir, il faut avoir aussi des capacités de prédiction. Donc, pourquoi le faire à ce moment-là? Eh bien, parce qu'on va diminuer les temps d'arrêt inutiles, ce que ne fait pas, par exemple, la maintenance curative, qui attend pour faire les actions qu'on ait détecté et qu'on ait identifié le défaut. Et donc là, on a des temps d'arrêt qui sont imprévus et qui peuvent être très coûteux. On évite également les produits qui sont mis au rebut et qui sont défectueux si on effectue les actions juste à temps. On optimise également les pièces de rechange et ça, c'est ce que ne fait pas la maintenance systématique puisque elle va suivre un plan qui est calé à l'avance et qui effectue des actions de manière régulière, des changements de pièces de manière régulière en se basant sur des études de fiabilité, bien sûr, mais dans certains cas, les pièces peuvent être changées sans qu'il y ait un réel besoin. Donc, c'est pourquoi on s'intéresse à la maintenance prédictive. Donc, dans la maintenance prédictive, il y a deux aspects qui sont particulièrement importants. D'une part, le diagnostic, c'est-à-dire d'être capable de détecter les anomalies sur nos systèmes et d'identifier les causes premières à partir des connaissances dont on dispose et des observations que l'on a sur le système. Donc ça va nous permettre de connaître la situation à un moment donné dans laquelle se trouve notre système technique. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect pronostic qui, lui, s'appuie sur une prédiction qui va, à partir de la connaissance de la situation courante, eh bien, nous permettre de dire, ben voilà, l'évolution de l'état de santé du système va être comme ceci, comme cela, et j'ai une durée de vie résiduelle qui est de temps. Et donc ça va me permettre de mieux planifier mes actions de maintenance. Donc, comme exemple, j'ai choisi quatre projets. Je vais vous donner quelques éléments pour essayer de vous montrer ce qu'on peut apporter. Les premiers deux projets, ce sont des projets
que l'on mène avec Vitesco Technologies, qui est un des partenaires d'Anity. Donc, dans ce projet, vous devez savoir que Vitesco a 2 chaînes de production de composants électroniques qui se situent dans la région. Il y en a une à Foix, il y en a une autre à Boussens. Et donc, ces chaînes, elles incluent par exemple des lignes que vous voyez ici sur ce transparent. Ça, c'est une ligne SMT. C'est la ligne qui permet de placer les composants sur les circuits imprimés, hein, de les souder. Donc, ça passe par plusieurs opérations. Et donc, ce qu'on veut faire à partir des données qui sont acquises sur ces lignes, eh bien, ça va être de pouvoir faire de la fouille de données et d'extraire des connaissances qui vont permettre d'optimiser l'opération de ces chaînes et de faire les actions de maintenance de manière prédictive. Donc, dans ce cadre, on se place dans un domaine qui s'appelle la fouille de processus, hein, qui consiste en fait à analyser les logs informatiques pour en déduire le comportement réel. Dans notre cas, ça va être le comportement réel des flux de produits sur cette chaîne. Et donc, on s'appuie également sur des stats et sur du machine learning pour arriver à extraire les connaissances qui vont être utiles. Donc, l'idée, c'est d'identifier les flux de produits tels qu'ils se produisent sur la chaîne, quelle est leur qualité, quel est le temps qu'ils vont passer sur la ligne, et d'identifier les variations en fonction des différents produits, des différents attributs. Ça peut être les fournisseurs, ça peut être les équipes qui sont en place, ça peut être le lot. Est-ce que c'est un lot de grande taille, de petite taille? Et à partir de toutes ces connaissances, il est possible d'identifier les points faibles sur la ligne et d'indiquer les actions de maintenance prédictive et d'optimisation qui devraient se faire. Donc, comme un exemple, voilà un modèle que l'on a pu extraire à partir des logs de la chaîne SMT pour une famille de produits sur toute une année, c'était l'année 2019. Et donc, on voit ici que ce graphe, les nœuds, ça va être les différentes opérations qui se produisent sur la chaîne. Et ensuite, on a le nombre de produits qui passent d'une opération à l'autre. Et donc, ce graphe inclut énormément d'informations. On peut voir, par exemple, que certains produits ne suivent pas le chemin nominal qui est tracé par les opérations en violet, que l'on découvre directement sur ce modèle, puisque ce sont celles qui véhiculent le maximum de produits. Et on a aussi les boucles qui vont nous indiquer qu'il y a certaines opérations sur lesquelles il y a des répétitions. Donc là, ça peut amener à des questionnements. Il y a d'autres informations également, comme les congestions, etc., que l'on peut déduire de ce type de modèle qui a été appris directement. Donc, à partir de ce qu'on en a fait, nous, dans un travail, à partir du modèle, on en a déduit une catégorisation des différents produits qui passent sur la chaîne. On les a catégorisés en fonction de l'ordre des opérations qui suivent, de certaines cohérences par rapport à des contraintes temporelles, etc. Et à partir de ce type de catégorisation, en prenant en compte également la phase dans laquelle se trouve le produit, soit si c'est au front-end ou au back-end, le lot dans lequel il appartient, nous en avons déduit un indice de qualité qui va permettre d'évaluer la performance du processus de production et le risque de retour client et éventuellement aussi d'identifier les points faibles sur la ligne pour pouvoir agir sur ces points faibles. Un deuxième projet, toujours avec Vitesco, concerne la phase de back-end, cette fois-ci, où il y a des cobots en action. On en voit un ici sur la photo, où ce cobot va faire une action répétitive. Il va amener des pièces depuis une palette, que l'on voit en jaune ici,
il va les déposer dans une machine et ensuite il va fermer la porte et il va recommencer. Donc on a là une opération qui est cyclique et des signaux que l'on peut récupérer sur ce cobot qui sont donc cyclostationnaires. Alors, un des problèmes qu'on a rencontrés pour évaluer les actions à faire et faire un pronostic en fait de l'état de ce système, c'est que dans le système d'information, on ne arrive pas à récupérer les moments où les robots partent en maintenance. Donc là, on n'a pas pu se baser sur une connaissance assez immédiate pour la maintenance, à savoir, je vais comparer les signaux en amont, je vais essayer de voir en amont de cette action de maintenance qui a été faite, est-ce que je peux découvrir des signatures qui vont m'amener à dire, ben voilà, ce robot-là, il va falloir agir bientôt. Donc cette information n'étant pas là, on est parti sur l'idée de identifier les dérives au cours des différents cycles opératoires. Donc là, il a fallu travailler d'abord à l'extraction des cycles. Donc là, on voit un signal de référence qui est un cycle quelconque. D'ailleurs, on voit qu'il y a même il manque des données dedans, il y a des trous, et le robot peut avoir aussi des pauses, et donc les cycles ne sont pas de la même durée. Hein. Et donc, à partir de ce cycle de référence, en utilisant un algorithme particulier de programmation dynamique, on arrive à découper le vrai signal qui arrive en ligne, le découper en cycles, donc on les voit de couleurs différentes, et on arrive également à donner un indicateur de défaut pour chaque cycle, où on peut déterminer qu'il y a eu un événement particulier au cours d'un cycle particulier, mais on peut également vérifier l'évolution au cours du temps, au cours des cycles, de cet indicateur pour indiquer les dérives qui sont possibles. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, hein, et on espère arriver à pouvoir dire, ben voilà, cette dérive existe et le robot, il va falloir faire quelque chose et voir ce qui se passe au niveau de tel joint, par exemple. Un autre projet que j'ai choisi, c'est un projet que l'on mène avec le CNES et qui est donc dans un domaine tout à fait différent puisque c'est dans le spatial. Donc dans ce cadre, on s'est intéressé à l'IA pour la protection de l'électronique spatiale. En effet, les radiations spatiales peuvent impacter de manière catastrophique l'électronique. Donc on voit ici au milieu un composant là qui a complètement été détruit par les radiations. Et ce que l'on aimerait éviter, c'est le durcissement ou bien le blindage des composants, parce que, en effet, c'est très coûteux pour l'industrie spatiale. Et donc, on s'est intéressé à l'IA appliquée à la conception de solutions de protection embarquées et aux techniques, en particulier de détection d'anomalies. Donc ici, on voit un schéma de ce que l'on a proposé. Donc c'est un algorithme qui répond aux contraintes de l'embarqué, notamment en faible temps de calcul pour pouvoir faire un suivi en ligne, faible espace mémoire et une dynamicité qui permet une adaptation des modèles en ligne. En effet, dans l'espace, eh bien, il ne s'agit pas d'aller faire des actions de maintenance, mais c'est dans un cadre autonome et il faut beaucoup d'adaptabilité pour pouvoir continuer le maintien en opération, dans ce cas-là, des composants électroniques et donc du satellite. Donc, pour satisfaire ces contraintes, on a proposé un algorithme qui fait une analyse uniquement de certains points qui sont détectés par des ruptures dans le signal et qui mène ensuite une double analyse, une par rapport à une configuration apprise
avec des attributs de surface et donc qui sont rapidement calculables et, si nécessaire, par rapport à une deuxième configuration qui, elle, se base sur des attributs plus profonds qui, eux, vont mettre un peu plus de temps à être calculés, mais qui vont compléter l'analyse et la détection d'anomalies. Enfin, le quatrième projet dont je voudrais parler, donc ça c'est un projet qu'on mène avec une autre chaire qui est la chaire de Jean-Bernard Lasserre, et dans lequel on exploite des résultats qui sont issus de la théorie de l'approximation et des polynômes orthogonaux, et on utilise ces résultats pour la détection d'anomalies également, avec une application que l'on mène avec Berger-Levrault, qui est sur les réseaux de capteurs sans fil. Et donc, dans ce cadre, on a utilisé des résultats qui existent sur la fonction de Christoffel. Donc, cette fonction, elle est basée sur un polynôme particulier qui, lui, se construit à partir des moments de la matrice des moments de la mesure sous-jacente, et donc, ça confère à cette fonction des propriétés particulières et qui appréhendent la masse de données à laquelle on s'intéresse et qui constitue donc la mesure de ces données. Donc ici, on voit que les niveaux de cette fonction vont nous permettre de construire un score d'anomalies pour nos données, et les propriétés de la fonction vont nous permettre d'améliorer la détection par rapport à d'autres techniques. Bien, donc pour finir, alors les défis actuels, il y en a de nombreux, et tout ce qui se fait dans Nganity, en fait, peut contribuer à améliorer les aspects dont j'ai parlé. Donc, du point de vue académique, donc l'IA hybride, on l'a déjà dit, hein, la génération de modèles explicites à partir de données de manière automatique. Pour ce qui concerne notre problème de diagnostic et de pronostic, la prise en compte des aspects temporels, la gestion de données hétérogènes est également un problème, et l'apprentissage circonstancié, c'est-à-dire apprendre ce qu'il faut quand il faut, et ne pas avoir à, par exemple, collecter en permanence toutes les données. Ça, c'est un problème qui me semble intéressant. Du point de vue industriel, pour arriver à améliorer la maintenance telle qu'elle se fait à l'heure actuelle, eh bien, il y a également des défis, parce qu'il faut organiser le système d'information globale de manière cohérente. Il faut collecter les données pertinentes. Ce n'est pas chose facile de le décider. Et ensuite, il y a le problème de l'acceptation et de l'intégration des solutions innovantes dans l'existant. Donc voilà, et dans tous les cas, une condition sine qua non pour qu'on arrive à fournir des solutions opérationnelles, c'est que les experts métiers et les scientifiques travaillent ensemble, sinon ça ne marche pas. Voilà, merci. Bonjour. Un problème qu'on a en maintenance prédictive à Airbus, je travaille pour Airbus, c'est souvent que du fait de l'analyse des données historiques, comme vous l'avez fait, là, on découvre des choses et on va trouver des causes racines à certains problèmes, et on va modifier, si vous voulez, la façon de travailler. Et le résultat de tout ça, c'est que nos modèles ne sont plus bons, puisqu'on a modifié, donc les modèles historiques ne sont plus valables. Est-ce que vous adressez ce problème lorsque vous faites de la maintenance prédictive ? Dans certaines méthodes, on peut l'adresser. Par exemple, l'algorithme dont j'ai parlé, qui est appliqué au spatial, on se base sur un algorithme de clustering dynamique. Et il y a, au fur et à mesure du traitement des données en ligne, il y a une adaptation des modèles qui se fait. Voilà.
Effectivement, c'est un problème qui est compliqué, hein. Certaines méthodes ne sont pas dynamiques, et donc dans ce cas-là, il faut décider à un moment donné, est-ce que c'est le modèle qui a raison ou est-ce que le modèle doit être adapté. Et ça, c'est encore un problème de maintenance, je dois dire. Et je pense qu'il y a des travaux qui se font dans le domaine des systèmes d'information et qui abordent ce type de problème. Maintenant, nous, on l'aborde par l'introduction dans les mécanismes d'apprentissage d'adaptabilité intrinsèque. Enfin, adapté au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données. C'est ça qui est fait. Il y a d'autres questions? Oui. Je suis fasciné par votre exemple dans l'espace, mais j'ai du mal à imaginer ce que vous faites réellement une fois que vous avez détecté un problème. Est-ce que je dois imaginer ça comme vous avez une micropuce avec plein de mémoire, je bloque une partie, ou j'ai un système hautement redondant, je fais du turnover? Qu'est-ce qui se passe en fait sur le satellite? Alors effectivement, c'est un oubli de ma part, hein. Quand ces problèmes arrivent, hein, on les qualifie, enfin, les experts le qualifient comme des single event effects. Des single event effects, il y en a de plusieurs types. Et ceux qui sont vraiment cachés dans les données, ils sont récupérables avec un simple reset. Et voilà, donc c'est important. Effectivement, je vous remercie de la question. Et donc, c'est ce qu'on vise, nous. C'est la détection de ces tout petits single event effects de manière à pouvoir faire un reset rapidement et à ce que tout se remette dans l'ordre. Sinon, effectivement, si c'est vraiment une destruction forte, le seul moyen, ça va être de reconfigurer, de passer sur le redondant.